Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Cet épisode est le dernier de la trilogie imaginée en collaboration avec la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Alors pour débuter cette nouvelle année 2022 et pour clôturer cette collaboration, nous allons aborder la question de la communication des marques qui ont engagé une démarche, une transition responsable et qui veulent le faire savoir. Et pour aborder cette problématique, je suis très heureuse d'accueillir Nadine Côté. Bonjour Nadine. Vous êtes Global VP Marketing and Branding pour la marque Aigle. Et on accueille aussi Aymeric Deschamps. Bonjour Aymeric. Bonjour Chloé. Vous êtes le cofondateur de Foam, une entreprise qui accompagne les marques souhaitant développer leur offre de seconde main. Et enfin à mes côtés, comme pour les 2 épisodes précédents, je suis ravie d'avoir Adeline Dargent de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, qui sera la co-présentatrice de cet épisode. Bonjour Adeline. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Donc je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année pour parler de transition responsable. Donc celle-ci n'est pas toujours simple à opérer quand cela suppose de revoir son business model. Donc comme tu l'as dit Chloé, il s'agit du dernier épisode que j'ai la chance de co-présenter avec toi. J'en profite également pour remercier le défi, sans qui ces échanges inspirants pour l'ensemble du secteur n'auraient pu être réalisés. Et puis sans plus attendre, nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Donc Nadine, quand on existe depuis 1853 comme Aigle, comment opère-t-on sa transition écologique, la transition de son business model vers plus d'éco-responsabilité? Quels sont les freins rencontrés et est-ce plus difficile que pour une entreprise qui se crée sur ses valeurs? Bonjour Chloé, bonjour Adeline. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on est une grande maison et une belle maison et une maison qui a un peu d'âge puisque on est né en 1853, donc en effet bientôt 170 ans. Et c'est vrai que finalement on a aussi été quelque part construit un peu sur ce modèle de mode durable puisque il y a 170 ans, le premier produit qui a été créé chez Aigle, ce sont des bottes en caoutchouc naturel. Donc à nouveau, pas du tout d'arbres qui ont été déracinés, mais vraiment on prend la sève de l'arbre, faite en France. Donc ça a été quand même un premier produit très en lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui la mode durable et la RSE. Donc on était sans le savoir en train de faire de la RSE déjà en 1853. Après, c'est vrai que ça s'est accéléré. Et donc, pour que ça s'accélère, il a fallu prendre des décisions fortes et changer notre business model quelque part, notamment par rapport aux vêtements, puisque les bottes, c'était notre ADN. Les vêtements sont venus un peu plus tard. Bon, je dirais que c'est quand même il y a plus de 30 ans, puisque c'est en 92 exactement, que les premiers vêtements sont sortis. Et donc là, récemment, on a travaillé vraiment de façon très importante sur la éco-conception des produits. Donc c'est vrai que sur les matières, sur les audits d'usine, tous ces éléments-là ont été très importants. On a dû changer des choses et on a dû mettre en place les bons procédés, les bons process, les bons fournisseurs, trouver les bonnes matières pour créer ces produits éco-conçus. Très bien. Donc poursuivons donc sur votre actualité. Donc Aigle est récemment devenue une entreprise à mission. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est une entreprise à mission et surtout comment avez-vous communiqué sur cette évolution? L'entreprise à mission, ça vient de la loi Pacte qui a été votée en 2019 pour permettre aux entreprises d'avoir dans leur statut à la fois des objectifs bien sûr financiers, parce qu'on est une entreprise, il faut qu'on fasse vivre nos 1600 employés, mais aussi des objectifs justement pour une mode plus durable, donc environnementaux et sociaux. Donc c'est ce qu'on a fait en 2020, en début 2020. On a réuni nos actionnaires, parce qu'on a une entreprise avec des actionnaires privés, une famille, et on leur a fait part de notre projet. Donc c'était pas gagné, je dirais, parce qu'il fallait aussi les mettre au diapason. Et finalement, ça a été approuvé à l'unanimité, parce qu'en fait, c'est un vrai choix qui finalement est complètement naturel dans l'ADN de Aigle. Nous, on a été créé à nouveau, comme je le disais, à partir d'un produit naturel. On est une marque qui a envie de défendre ses valeurs. On a une marque qui est très liée à la nature, puisque utilisée beaucoup à l'extérieur, donc très sensible aux saisons, très sensible au changement climatique, parce que quand il
fait 22 degrés comme on l'a vu pendant les vacances de Noël, c'est pas normal. Donc nous, on est très sensible à ça parce qu'on a des produits qui sont faits pour l'extérieur et qui sont faits justement pour des températures plus fraîches. Donc finalement, ça a été un chemin naturel, mais ça a été aussi un chemin volontariste de notre COMEX et notre CEO de passer entreprise à mission. Et donc ça a changé des choses dans la mesure où ça a aussi donné une vraie motivation aux équipes, et ça on en reparlera, je sais, mais une vraie motivation aux équipes et un vrai sens à tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que maintenant, on lit un peu la trajectoire de l'entreprise, non seulement par ses résultats financiers, mais aussi par ce que l'on fait pour protéger et pour faire que l'environnement soit dans un monde un peu meilleur aujourd'hui. On va revenir un peu sur le Black Friday. Alors ça date un peu, mais pour le Black Friday ou justement contre le Black Friday, on va dire, vous avez fermé vos magasins et redirigé les clients et clientes sur votre site de seconde main. C'était une opération de communication, en fait, un peu coup de poing de faire comme ça. Pour quelles raisons vous avez mis en place cette opération ? Déjà, on trouve que cette opération du Black Friday n'est pas du tout, je dirais, dans nos valeurs, non, parce que c'est vraiment de la promotion, c'est vraiment la surconsommation. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous, parce qu'on sait qu'on a regardé un certain nombre d'études, il y a 60% des Français qui trouvent aussi que cette journée est un peu illusoire, c'est consommer et consommer toujours plus. Donc pour nous, c'était naturel de faire quelque chose en opposition. Ensuite, on s'est dit, on avait lancé avec Foam notre site de seconde main, qui pour nous, on en reparlera aussi, mais quelque chose de très fort, puisque finalement les produits Aigle sont faits pour se passer de génération en génération. Tout le monde le sait, les bottes, c'est des choses que les enfants, les petits-enfants, les cousins portent tous. Les vêtements Aigle sont aussi des vêtements très durables. Donc ça paraissait important de proposer aux consommateurs une autre façon de consommer. Et on s'est dit, autant le faire fort, autant avoir un vrai discours clair et cohérent. Donc on a fermé nos boutiques, on a fermé notre site internet et on a dit, allez voir sur notre site de seconde main, allez voir qu'il y a une autre façon de consommer et que Aigle vous permet cela. Vous permet de consommer différemment, d'acheter différemment, d'acheter en se disant, demain, si je le mets plus, au lieu de le jeter ou au lieu de le mettre je ne sais où, je peux le revendre et finalement faire plaisir à des gens qui vont acheter ça de manière, avec un prix plus intéressant. Donc pour nous, c'était un moyen de faire connaître ce site, mais surtout un moyen de promouvoir un mode de consommation différent, plus responsable. Donc une façon d'éduquer un peu, d'informer les consommateurs, les consommatrices. On a la chance d'être une marque très connue, avec une très forte notoriété, une marque patrimoniale. Donc si Aigle le fait, on sait que ça aura un impact parce que on a la chance d'avoir cette notoriété. Donc à notre niveau, on a voulu aussi montrer, et aider et éduquer. Et comment ça a été accueilli par vos clients, clientes ? Très très bien, très bien. On a eu aussi les boutiques qui ont beaucoup joué le jeu parce que cette année on a voulu aussi pouvoir collecter en boutique, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui mais on voudrait le développer. Donc collecter en boutique, ça a été un point très important et les équipes ont super joué le jeu. Elles ont prévenu leurs clients en avance. Elles disent voilà comment ça va se passer. Donc elles ont vraiment été là pour relayer l'information. Donc les clients n'ont pas été surpris, au contraire. Et finalement pour lui ça a été super naturel et on a collecté 30 fois plus de vêtements que dans une semaine habituelle. Ok, c'est intéressant. La prochaine question, ça va être un petit peu vous deux, mais je vais m'adresser d'abord à Aymeric. En quoi la seconde main peut-elle aider une marque comme Aigle à communiquer sur sa démarche plus responsable et de façon générale à démocratiser la mode responsable ? Vous l'avez un peu dit, Nadine, mais peut-être que Aymeric, vous pouvez revenir sur ça. Comment ça permet de démocratiser toutes ces notions-là ? Bien sûr. Alors c'est intéressant cette question parce que moi en tant que consommateur final avant de créer Foam tel que le service existe aujourd'hui, à savoir une solution de seconde main pour accompagner les marques, j'avais d'abord créé un site multimarque qui référençait des marques éco-responsables. Et quand je me suis lancé dans cette expérience, moi personnellement, j'y connaissais pas grand-chose à la mode. J'avais eu que des très courtes expériences dans ce secteur. Et donc, j'ai passé énormément de temps à essayer de définir ce qu'est une marque de mode éco-responsable, à essayer de lire justement ce qu'il y a derrière les étiquettes, de comprendre les enjeux de label, de comprendre toutes les étapes qu'il y a dans la fabrication d'un produit, depuis l'extraction de la matière première, puis ensuite le tissage, le filage, la confection, la mise sur le marché, la distribution et la fin de vie du produit. Et donc en fait, on se rend compte que quand on commence à s'aventurer sur ce terrain, c'est extrêmement complexe de comprendre l'impact environnemental d'un produit.
Et d'ailleurs, c'est là en fait tous les enjeux d'éco-conception qu'il y a pour les marques, c'est de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie d'un produit pour derrière déterminer son impact environnemental. Et donc la seconde main, c'est une brique de la mode éco-responsable, c'est une brique de l'économie circulaire. Par contre, c'est une brique qui est extrêmement concrète, très tangible, puisqu'on comprend très bien qu'à partir du moment où on achète un produit qui a déjà été fabriqué, son impact environnemental s'en trouve fortement réduit. Et pour parler plus concrètement de chiffres, et là c'est des chiffres qui sont donnés par Patagonia, en fait, quand vous allongez la durée de vie d'un produit de 9 mois, en fait, vous réduisez son impact environnemental de 20 à 30%. Donc, je crois que c'est la seconde main, c'est d'abord quelque chose qui est extrêmement intelligible pour le client final et donc qui permet à une marque de communiquer très concrètement sur ses engagements. Ouais. Et en quoi, dans ce cas, c'est important d'avoir son propre site de seconde main ? C'est important à plusieurs niveaux. C'est important parce que en fait, ça va permettre à la marque de contrôler l'offre qu'elle souhaite créer et du coup la désirabilité de l'offre qu'elle va créer, puisque la marque va définir en amont de la mise en place du service toute une stratégie. Quels sont les produits qu'elle va reprendre, quels sont les produits qu'elle ne va pas reprendre pour différentes raisons et évidemment on ne peut pas reprendre par exemple des sous-vêtements, ça n'a pas beaucoup de sens et donc ça va lui permettre de contrôler son image, contrôler son offre et derrière de créer un niveau de service qui va se rapprocher au maximum de l'expérience du neuf. Et en fait, pour démocratiser l'usage de la seconde main, universaliser vraiment cet usage, il faut arriver à rehausser la valeur du service proposé. Et les marques, du fait qu'elles viennent poser leur nom sur ce service, vont pouvoir contribuer à rehausser ce niveau de service et du coup amener un plus grand nombre de personnes vers cet usage. À apporter un peu de valeur en fait à cette seconde main qui peut avoir parfois un peu l'image de produit qui a déjà été utilisé, on n'a pas forcément envie d'avoir quelque chose que quelqu'un d'autre a porté. Je sais que c'est encore autour de moi et encore ce genre de réflexion. Donc exactement, pour chaque produit qui vont être collectés par Aigle Second Souffle, en fait, tous les produits vont être contrôlés au niveau de la qualité. Il y a plus de 30 points de contrôle qui sont définis dans le cahier des charges sur lequel on travaille ensemble. Ensuite, chaque produit est nettoyé, repassé, parfois réparé. On a 10% des produits qui sont réparés du coup dans nos ateliers à côté de Châteauroux pour reprendre des coutures, resserrer des boutons par exemple. Et ensuite, tous les produits sont pris en photo également. Et donc, il y a vraiment ce travail de réassurance pour le client qui va pouvoir acheter son produit en toute confiance avec un produit qui sera livré en temps et en heure, qu'il va pouvoir également retourner de la même manière qu'il peut retourner un produit acheté sur le site e-commerce de produits neufs. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir convertir en fait un maximum de personnes à la seconde main. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si Nadine, vous voulez rebondir sur ça, sur l'importance d'avoir son propre site de seconde main en tant que marque. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec Aymeric. Ça permet d'ailleurs de contrôler l'image, ça permet de garder notre ADN. Ce qu'on a fait d'ailleurs pour le Black Friday, c'est qu'on a fait intervenir nos nouveaux DA. On a des nouveaux DA chez Aigle, le trio Études, et ils ont joué avec les pièces justement Second Souffle, et ils ont proposé des looks hyper innovants. Donc tout ça, c'est vrai qu'en ayant son propre site, c'est beaucoup plus facile à mettre en avant, à mettre en valeur, et pour nous, c'est indispensable. On reste quand même sur la seconde main, donc ma question va s'adresser à tous les deux. Donc vous communiquez aussi dans vos magasins sur Second Souffle. Donc en récoltant des vêtements, donc qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Donc c'est la communication en ligne ou finalement la communication en magasin et pourquoi? Pour nous, les deux sont très complémentaires en fait, parce que finalement, on touche pas forcément les mêmes clients, et c'est important d'avoir la possibilité de le faire savoir dans les deux réseaux. Ce qu'on a fait comme opération là, comme je le disais tout à l'heure, le fait de récolter en magasin, ça a été très positif. On a, comme je vous le disais, plus de 30 fois plus de produits que d'habitude. On a eu vraiment beaucoup de demandes, et pour moi, je trouve que ça a vraiment complètement complémentaire. Donc les deux sont très valables. Très bien. Alors, Aymeric, tu veux réagir? Oui, bien sûr. Nous, notre solution, en fait, on l'a pensé pas pour qu'elle soit répliquée de manière identique chez tous nos clients, mais au contraire pour que chaque client puisse y mettre son intelligence, sa stratégie pour répondre à ses enjeux commerciaux et également de durabilité sur le sujet de la seconde main. Et donc, évidemment, une marque comme Balzac Paris ou Aigle n'ont pas du tout le même type de clientèle.
la clientèle de Balzac va par exemple être très digitale, là où une clientèle comme Aigle est peut-être un peu plus habituée à la consommation en boutique. Et donc ce qui est intéressant, c'est justement de personnaliser la stratégie de reprise de produits, notamment en fonction de la clientèle de la marque. Et évidemment, on s'est rendu compte que la reprise de produits Aigle en boutique, ça avait littéralement explosé en une semaine, puisqu'on, comme vous le disiez Nadine, on a repris, je crois, plus de 1000 pièces en une semaine. Et donc le but derrière, c'est effectivement de proposer le service qui est adapté à chaque marque et à sa typologie de client. Super intéressant. Donc là, ma question va s'adresser à Nadine. Donc finalement, comment bien communiquer sur ces engagements en magasin, donc d'une façon plus générale? En fait, il y a deux choses. D'abord, les vendeurs, nos équipes de vente sont très importants parce que finalement, nous, on a toujours des ventes assistées. C'est rare où les gens viennent et prennent une paire de bottes et s'en vont. Donc, en fait, en général, nous, on a une vente assistée. Donc, il faut qu'il soit vraiment très clair et on a beaucoup de formations. On passe beaucoup de temps avec nos équipes. Et d'ailleurs, maintenant, c'est presque des gens qui sont motivés par ces sujets qui viennent nous voir pour être en magasin parce que finalement, c'est aussi un attrait en termes d'employabilité pour Aigle d'avoir touché ces sujets-là. Donc c'est d'abord les gens en magasin, c'est d'abord les vendeurs, c'est d'abord le staff qui est vraiment notre porte-parole, nos ambassadeurs. C'est pour ça qu'on les forme, qu'on a fait venir par exemple Good Planet, vous savez l'association de la fondation de Yann Bertrand, ils ont un service qui permet de sensibiliser les équipes. On leur a aussi proposé de faire leur propre empreinte carbone parce que c'est aussi intéressant de se dire en tant qu'individu, moi dans ma vie de tous les jours, comment je fais pour finalement avoir une attitude un peu plus responsable. Donc tout ça fait que ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Après, on est en train de réfléchir aussi de manière un peu plus... On l'a fait sur le site, mais je dirais qu'un peu plus clair en magasin, d'avoir un peu plus d'informations, de PLV, d'ILV sur le magasin lui-même, pour expliquer justement nos engagements, l'entreprise à mission. On l'a très bien fait sur le site. On a d'ailleurs une page engagement qui est très souvent vue sur notre site internet, qui l'explique de façon beaucoup plus claire. Mais sur le site, c'est vrai qu'on a plus le temps, on est devant son écran, on peut scroller, etc. Mais l'objectif, c'est de faire un peu l'équivalent aussi en boutique. Et ça, on fait comment en boutique? Enfin, vous avez des idées sur comment oui, en fait, on écrit? Oui, voilà, ouais. C'est assez simple. Aujourd'hui, par exemple, on a un manifesto qui est assez long, qui explique la marque, etc. On s'est dit qu'on allait le remplacer maintenant par nos 4 engagements principaux, que ce soit réduction. Là, aujourd'hui, on est à 50% de nos collections éco-conçues, réduction de notre empreinte carbone de 46%. Enfin, voilà, on va essayer de mettre de façon plus claire ces engagements dans les magasins, de manière littérale. Ok, intéressant. Alors, ce qui nous amène à la question suivante. Donc, il y a 2 ans et demi, Nadine, quand vous êtes arrivée chez Aigle, il n'y avait pas ou presque de produits éco-conçus. Donc, votre objectif, c'est d'être à 100% en 2028. Il me semble que c'est bien ça. Hein. Ouais. On est déjà à 54% aujourd'hui, on n'est pas loin. Il y a encore du travail, mais on s'y approche. Et donc, comment communiquer efficacement sur cette transition sans finalement être accusé de greenwashing ? Oui, alors en fait, nous, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que nous, on faisait des choses sans le dire. Donc en fait, on était l'inverse du greenwashing. C'est-à-dire qu'on faisait des choses très intéressantes sur le plan écologique, comme je disais, les produits faits en France, le caoutchouc naturel, mais on le disait pas. Donc en fait, quand on est arrivé, c'est vrai sur la marque, quand je suis arrivée sur la marque, quand je suis allée voir en fait ce qui se faisait et comment la marque avait été construite, finalement, c'était tellement naturel d'aller vers des produits éco-conçus que le travail en était facilité. Autre chose aussi, petite anecdote pour vous montrer en fait qu'on était presque sur le contraire du greenwashing, c'est qu'on a retrouvé dans nos archives un petit document, une petite brochure qui datait d'il y a 30 ans, même un peu plus maintenant, qui était comment voyager de manière éthique. Donc ça, c'était il y a 30 ans. Donc on se disait, voilà, le guide du voyageur éthique, exactement ça s'appelait. Donc on va le relancer cette année, parce que c'était l'anniversaire. C'est un petit scoop. Mais vraiment, donc il y a 30 ans, personne ne parlait vraiment de voyage éthique, personne ne parlait de mode responsable, et nous, on était déjà dans ces sujets-là. Donc finalement, le travail, je dis pas qu'elle a été simple du tout, parce que les équipes collection seraient pas très contentes, mais je dirais qu'elle a été naturelle. Et on est allé chercher des matériaux, des matériaux comme le coton organique, on est allé chercher, on travaille beaucoup, nous, sur des matériaux comme je porte aujourd'hui, c'est-à-dire en polyester, parce que c'est des matériaux techniques. Donc, on est allé chercher du polyester recyclé. On s'est aussi adossé à des organismes comme ICS, comme Textile Exchange, qui auditent de manière très précise nos usines. On a vraiment une équipe qui va chercher, en fait. Là, on est en train de chercher des choses même assez incroyables, des t-shirts en algues. Voilà, on essaie de chercher le plus possible le produit qui va être écologiquement fiable et responsable. Et ensuite, on s'appuie sur des datas, sur des données.
On va d'ailleurs, on l'a commencé à le communiquer. Avoir un partenariat avec une société qui s'appelle Foodbridge, qui est une société qui va permettre la traçabilité. Donc là, on commence en 22, en fall winter, en automne, hiver 22, à travailler sur un certain nombre de produits. Et quand vous scannez l'étiquette, vous allez pouvoir voir la composition, les usines de rang 1. Enfin voilà, donc quelque chose de assez précis. Et nous, l'objectif, c'est vraiment d'ici 2 ans d'avoir tous les produits avec un QR code qui permettrait de scanner. Donc ça permet aussi d'éviter le greenwashing parce que là, vous avez tous les éléments précis de la fabrication, au transport, etc. Et on a aussi travaillé sur toute la chaîne de production, c'est-à-dire qu'on a limité le transport aérien. Maintenant, ça représente pratiquement rien dans notre supply chain. On a regardé tout ce qui est usine, lieu de fabrication. Donc, pour nous, c'est très, je dirais, structuré et c'est vraiment à la preuve avec des données très précises. C'est pour ça que le greenwashing, pour moi, n'existe pas. En tout cas, on essaie de le limiter. C'est vrai que la traçabilité est un élément fort de preuve et qui va en plus répondre à une contrainte réglementaire à venir. En plus. Il y a aussi une partie, peut-être pour rebondir sur ça, une partie de relocalisation sur laquelle vous avez récemment communiqué sur des bots que vous faites fabriquer en France. Là aussi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en France, on a un mix énergétique plutôt basé sur les énergies renouvelables. Du coup, c'est moins polluant que l'Inde, la Chine qui sont basés sur le charbon. Donc là aussi, c'est intéressant cette communication sur une relocalisation qui est pas évidente, hein, mais non. Ouais. Oui, bien sûr, c'était notre objectif, sachant que comme vous le savez, on a une grosse partie de notre activité en Chine, hein, puisqu'en fait, Aigle, c'est 50% France, 50% Asie, dont la Chine, c'est vraiment le marché, je dirais, numéro 2, mais presque équivalent à la France. Donc, il faut aussi faire de la production locale. Donc, quand on produit en Chine, c'est aussi plus pour les petits consommateurs de bottes en Chine. Mais c'est vrai qu'on s'était dit qu'il fallait aussi faire profiter, comme on a les bottes enfants, hein, parce que vous parlez des bottes enfants qui ont été relocalisées en France, c'était important aussi pour les consommateurs français, les petits consommateurs français, d'avoir aussi des bottes comme leurs parents, faites en France. Donc, c'est vrai qu'on a fait ce choix de retravailler avec l'usine sur ce modèle de bottes enfants qu'on a appelé la French Loli. Et c'est vrai que c'est pas simple parce que il faut former, parce qu'il faut recruter, parce qu'une usine du jour au lendemain, elle peut pas passer de X à X plus temps de production. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, mais c'est une vraie motivation pour les équipes aussi, parce que c'est une fierté finalement de voir ces bottes en magasin, de voir que le Made in France se porte de l'adulte à l'enfant. Donc ça, c'est pour nous une grande fierté. Ouais, c'est intéressant. Et peut-être pour rebondir aussi sur ces données chiffrées, c'était une de nos questions. Est-ce que finalement c'est ça la solution pour ne pas tomber dans le greenwashing, c'est d'être accompagné par des experts, des expertes, des scientifiques, des activistes et de s'appuyer sur des données chiffrées? Est-ce que c'est vraiment ça la solution pour éviter de tomber dans le discours très généraliste où on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas de définition d'un produit éco-conçu. Donc nous, on s'est donné une définition très précise, c'est-à-dire 50% du poids doit être venir d'un produit qui soit, d'une matière. La matière, ça va être une matière soit bio, soit recyclée, etc. On s'est donné aussi un certain nombre de labels. Donc, on s'est donné notre propre définition qu'on a soumis d'ailleurs à notre comité de mission. Et c'est là où je reviens sur le point, en effet, s'entourer de personnes compétentes et de personnes un peu référentes dans ces domaines. Et notre comité de mission, il est fondé à la fois par des activistes, hein, des gens très impliqués dans le domaine, hein, comme Yann Arthus-Bertrand, Maëva Bessis de la Caserne, qui est aussi le hub de mode durable, avec le président de la Fédération du prêt-à-porter, Pierre-François Lelouette, avec aussi Guillaume Gibaud du slip français, des gens qui sont très compétents et très challengeants, je dirais, en bon français, dans leur domaine, ce qui fait que on est en effet soutenu et aussi parfois un peu taquiné par ces personnes-là qui veulent qu'on aille encore plus loin sur une définition d'un produit éco-conçu, qui veulent encore qu'on aille plus loin sur le Made in France. Donc pour nous, c'est aussi un moyen, en effet, de limiter ce que vous appelez le greenwashing. Ouais. Et est-ce que c'est aussi la même chose sur la seconde main? Est-ce que c'est important de s'appuyer sur des chiffres, des données ultra précises pour ne pas tomber dans le discours très généraliste et faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai? Oui, tout à fait. Nous, on a encore une entreprise jeune, on a 1 an et demi d'existence, mais par contre, on a plein d'idées pour justement pouvoir déjà nous mieux mesurer l'impact de notre activité et permettre à nos clients de mesurer la leur sur le sujet de la seconde main. Donc nous, on s'apprête à travailler justement avec des entreprises
spécialisés sur le sujet pour déjà comprendre effectivement comment la seconde main, enfin quel est l'impact de notre activité et déjà nous à notre propre niveau dans notre propre activité réduire à toutes les étapes de la collecte jusqu'à la remise sur le marché de ces produits, pour réduire au maximum notre empreinte. Donc ça, c'est des sujets qu'on va engager pour l'année 2022. Et puis après, une fois qu'on a mesuré ça, mais ce qui est très complexe, c'est que si vous voulez mesurer la réduction de l'impact environnemental de votre produit en seconde main, il faut être capable également de mesurer précisément l'empreinte environnementale et donc le cycle de vie produit par produit. Et ça, c'est un travail titanesque. Donc il faut y aller étape par étape, mais ça fait évidemment partie des enjeux pour derrière être capable de faire de la pédagogie auprès des consommateurs et puis de prouver en fait la sincérité de sa démarche et de celle de nos clients, puisque je pense que au-delà également des chiffres, du coup, enfin les chiffres derrière traduisent en fait la sincérité de ses clients et c'est ça que les gens attendent aujourd'hui également. Et peut-être une question que j'ai oubliée avant de passer à la suite, mais vous l'avez dit Nadine, vous ne communiquiez pas au début sur ce que vous faisiez de bien. Il y a plein de marques qui adoptent cette stratégie, qui attendent d'être parfaites. Alors je mets des guillemets parce qu'une marque parfaite, ça n'existe pas. Pourquoi cette stratégie ? Enfin, parce que c'est un peu dangereux aussi, justement. Les clientes ont l'impression que la marque ne fait rien, parce qu'on n'est pas au courant des coulisses de ce qui se passe dans l'arrière-boutique. Donc, pourquoi ne pas avoir communiqué plus tôt, ou comment vous analysez ces stratégies aussi de certaines marques qui attendent avant de parler? Nous, en fait, je pense que ça a été lié aussi à un changement de gouvernance. En fait, il y a 2 ans et demi, il y a eu une nouvelle équipe en place, un nouveau comité exécutif. Et comme je le disais, quand on a regardé la marque, on s'est dit vraiment la marque. On est d'abord parti de l'entreprise, en fait, de la marque, avant de partir de la RSE. On s'est dit, mais dans cette marque, il y a vraiment ce potentiel et c'est dans son ADN depuis toujours. Donc, en fait, pour nous, c'était évident que c'était la direction dans laquelle il fallait aller pour la marque et le bien fondé de l'entreprise. Et ensuite, on s'est dit, on va communiquer sur ce qu'on fait déjà, parce que finalement, ça n'avait pas été communiqué et que c'était quelque chose d'important, et ce qu'on va aller faire. Et nous, on croit aussi beaucoup, on a une petite phrase que mon équipe a trouvée, que je trouve super, c'est « chaque geste compte ». C'est pour ça aussi que fermé au Black Friday, c'est-à-dire quand on fait des soldes, on fait ou des ventes privées, on a toujours une partie de notre bénéfice qui est reversée à une association. Voilà, c'est des petits gestes qui finalement font qu'au final, on laisse un monde un peu meilleur. Et c'est pareil, je dirais, de manière individuelle, et c'est pour ça qu'on pense que c'est bien de communiquer sur les petites choses. Je peux comprendre des personnes ou des entreprises ou des dirigeants qui ont peur de pas finalement communiquer des choses parce qu'on ne sait pas aller jusqu'au bout, mais au contraire, on est transparent. On se dit, on l'a pas fait, mais on sait qu'on doit le faire. On y va, quoi. Et c'est ce qu'on a fait aussi d'ailleurs quand je reprends votre question là sur comment communiquer en boutique. C'est vrai qu'on a aussi lancé quand même 3 nouveaux concepts magasins où on a vraiment travaillé sur tout ce que le client voit et sur la façon dont ils ont été conçus. Par exemple, les cintres. Les cintres ont été faits en herbe. Les mannequins, ils sont utilisables à l'infini, c'est-à-dire qu'on peut les changer de modèle, on peut les utiliser à l'infini. On a mis des éléments, d'ailleurs ça s'appelle le concept éléments, des éléments de la nature très forts. On a mis un rocher, par exemple, à l'entrée, à la place d'avoir la table d'attaque traditionnelle. Et à chaque fois, on marque bien que le rocher vient d'une carrière locale. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est des petits pas, c'est des petites choses, mais qui montrent au client aussi que finalement, lui aussi, quand il va déposer un produit dans un magasin, il fait un petit pas pour un monde meilleur. Donc au contraire, vaut mieux commencer par des petits pas plutôt que de rien faire du tout et attendre que tout dégringole. C'est ça aussi la transparence aussi. C'est notre philosophie en tout cas. Ouais, c'est de dire ça on le fait et puis ça on doit encore progresser sur ça, mais ça va venir, on y travaille. Exactement. Okay, c'est intéressant. Ce qui nous amène donc à la question suivante, c'est parfait comme transition, puisque voilà, quand une marque communique sur ses engagements, donc elle participe effectivement aussi à la sensibilisation de ses consommateurs. Nadine, vous l'avez dit, ses consommateurs et ses consommatrices. Parfois, c'est un peu difficile. Et quels sont les freins que vous constatez? Alors la question va s'adresser à tous les deux, Nadine et Aymeric. Voilà, les freins que vous identifiez justement chez ces consommateurs. Pour aller vers des produits responsables, c'est ça ou D'une façon plus générale et peut-être aussi par rapport à cette crainte de greenwashing et peut-être à passer ce pas d'aller vers une consommation plus responsable, peut-être sur des jeunes aussi qui ont des comportements parfois un peu paradoxaux, qui ont envie de faire mieux pour la planète mais qui vont consommer des marques qui sont très clairement moins éthiques.
Voilà. En effet, je pense qu'il y a différents sujets, mais en réalité, je pense qu'en effet, montrer des preuves, des chiffres, montrer ce qu'on fait de manière concrète, ça, c'est déjà une première étape qui va permettre de lever des freins. Parce que c'est vrai que les consommateurs, parfois, nous disent, oui, mais tout le monde le dit, tout le monde dit que c'est éco-conçu, mais pourquoi, comment, ça veut dire quoi, éco-conçu, ça veut dire quoi, responsable. Donc déjà, je pense que si on donne des éléments chiffrés, ce qu'on fait, nous, sur notre site, dans nos magasins, avec nos vendeurs, etc., ça peut permettre d'enlever ces freins. Après, il y a quand même un frein qui va être là et qui est assez inhérent et qui est à mon avis incontournable, c'est le prix. Il ne faut pas se le voiler la face. Enfin, je veux dire, un produit éco-conçu, un produit durable, forcément, il coûte moins cher qu'un produit qu'on porte 10 jours et puis qu'on met... Plus cher. Voilà, plus cher, pardon, plus cher, exactement. Plus cher qu'un produit qu'on porte peut-être 10 fois dans l'année, etc. Donc, en fait, je pense que c'est aussi une éducation. C'est ça, c'est l'éducation. C'est-à-dire, on paye plus cher pour un produit éco-conçu, mais on sait pourquoi. On sait qu'on va le garder plus longtemps, on sait qu'il va pas polluer la planète. Et ça, je pense que c'est important de le faire comprendre parce que finalement, c'est aussi le nerf de la guerre. Je veux dire, si les clients ne sont pas prêts à mettre un peu plus pour ça, finalement, nous, on aura du mal aussi à promouvoir cette mode durable. Donc moi, c'est les deux freins que je vois. L'explication, vraiment bien expliquer, informer, éduquer. Et ça permettra aussi de faire monter, je dirais, un peu les prix, parce que de toute façon, c'est la réalité. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand on passe de 10% à 50%, voire 100% de la collection, forcément, il y aura des hausses de prix, malheureusement. Ouais. Et ça, vous le voyez en magasin? Je veux dire, c'est des remontées que vous avez du terrain où les clients vont vous dire « Ah, mais je comprends pas pourquoi je devrais payer plus cher ?» Ou alors, oui, c'est ça, oui, ils comprennent pas. Ou alors, finalement, ils se disent « Bon, finalement, je vais acheter quand même le t-shirt chez je vais aller voilà, parce que c'est moins cher, et ceci. » Donc, si on leur explique que ce t-shirt-là, il va durer plus longtemps, que finalement, il va avoir moins d'empreintes, ça leur permet aussi de mettre le prix. Oui, qu'il n'a pas été fait par des Ouïghours. Voilà, exactement. Ce genre de choses. Oui, et puis pour compléter le point de Nadine, je crois qu'il y a également un sujet de désirabilité. Pendant longtemps, les marques qui étaient taguées comme éco-responsables n'étaient pas forcément aussi désirables qu'elles peuvent l'être aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, l'offre s'est considérablement développée sur ce point. Et ensuite, pour faire le lien avec votre propos, il y a le sujet du prix. Et donc le prix, pour le coup, la seconde main peut être un moyen justement de détourner des clients qui avant se concentraient uniquement sur la fast fashion parce que le prix était accessible. Aujourd'hui, grâce à la seconde main, vous pouvez accéder à un produit d'une marque plus haut de gamme, peut-être d'un produit de meilleure qualité également, à un prix équivalent à celui de la fast fashion. Donc ça, c'est clairement une des barrières que permet de lever la seconde main. Et puis sur les freins dont vous parliez précédemment, à partir du moment où vous proposez un service qui permet de contrôler les produits, d'authentifier les produits, d'avoir donc des produits propres, livrés en temps et en heure, et donc avec une promesse de service qui est là, vous pouvez également lever certains freins à de nouveaux usages. Je reviens juste sur le point de la désirabilité d'Aymeric, qui est hyper important, et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on a voulu intégrer des nouveaux directeurs artistiques. Parce que c'est un peu comme la comparaison il y a quelques années, quand on mangeait végétarien, on mangeait que des graines, entre guillemets, et vraiment on se forçait en se disant, faut bien manger végétarien. Maintenant, il y a des restaurants végétariens où c'est vraiment délicieux et on se régale. Et c'est la même chose pour les vêtements, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus se dire qu'en s'habillant éco-conçu, on s'habille avec que des produits, forcément pas très lookés. Avec nos nouveaux directeurs artistiques, c'est aussi ce qu'on veut montrer. C'est-à-dire c'est des gens qui ont un vrai parti pris stylistique et ils ont vraiment envie de travailler avec nous sur ce projet d'éco-conception. Donc, on va avoir des produits lookés et éco-conçus. Et ça, c'est hyper important. Sinon, c'est la fin de l'éco-conception. Ouais, c'est sûr. Ouais. Nadine, vous nous disiez que les collaborateurs et les collaboratrices d'Aigle deviennent des ambassadeurs et ambassadrices de cette démarche vers l'éco-responsabilité et donc communiquent sur les engagements. Comment est-ce qu'on parvient à ce résultat? En fait, nous, on a fait le choix de ne pas avoir de personnes dédiées à RSE dans l'entreprise. Parce qu'on s'est dit, c'est pas une personne qui doit l'incarner, c'est tout le monde. Donc ça, c'était un de mes premiers choix qui finalement a été un choix assez fort. Et finalement, on s'est dit, la personne à la supply chain, la personne dans le magasin, la personne à la finance, elle doit savoir parler de l'éco-responsabilité aussi bien que
quelqu'un d'autre que moi à la marque, parce que c'est moi qui l'ai porté au départ, mais je ne dois pas être la seule. Et donc c'est pour ça qu'on a bien réfléchi, on s'est dit personne ne sera dédié uniquement à RSE. Bien sûr, il y a des gens aux produits qui sont beaucoup plus dans les matières, dans les techniques, etc., mais qui sont des techniciens. Mais en termes de prise de parole et en termes de politique RSE, tout le monde est responsable. Donc on a aussi décidé d'avoir plutôt, je dirais, un ambassadeur RSE dans chaque département, mais lui, il est là pour justement diffuser ces bonnes paroles, mais chacun d'entre nous, que j'interroge, je dirais à nouveau le contrôleur de gestion ou la personne en magasin, on doit avoir un discours fort. Alors comment on y arrive ? On y arrive, comme je le disais, d'abord parce que je dirais que c'est presque un cercle vertueux. D'abord, de plus en plus de gens viennent rejoindre Aigle pour cette raison. Donc les nouveaux arrivants, tous, moi quand je fais des entretiens, tous me parlent de ça en premier. Parce que pour eux, c'est une motivation forte de rentrer chez Aigle, parce qu'on n'est quand même pas une énorme entreprise, voilà. Donc s'il y a une motivation forte, c'est celle-là. Donc ça aide. Et ensuite, je dirais qu'on a formé, comme on a formé les vendeurs, on a aussi formé les gens en interne. On les a sensibilisés à ces problématiques. On les a on a travaillé avec eux sur différents sujets, sur différents thèmes. On a travaillé aussi sur on a par exemple, chose toute bête, mais on a une petite application où c'était un challenge et finalement il fallait faire le plus de pas, mais à chaque fois qu'on faisait les plus de pas, ils avaient une information sur une donnée, je dirais, sur la RSE. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que la RSE fait partie de la vie de l'entreprise. D'ailleurs, on l'appelle ça le Positive Impact, c'est Aigle Positive Impact, et ça fait partie, je dirais, de chaque parcours du collaborateur. Donc, il n'y a pas une personne qui est en charge uniquement de la RSE. C'est tous les collaborateurs d'Aigle qui sont en charge de la RSE. Parce que, comme je le disais, ça touche aussi bien le transport, finalement, que la manufacture, que, bien sûr, le marketing, mais aussi la finance, parce qu'ils sont là pour regarder un peu, finalement, comment tout ça se résout de façon économique. Donc, voilà. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est assez innovant, je trouve, comme état d'esprit. Mais c'est vrai que c'est plutôt... finalement logique quand on y pense, mais c'est intéressant. Dans le premier épisode de cette trilogie, on a évoqué les dangers de la communication d'une marque, et Thibaut Ledunois du studio d'impact Etiwork disait « Les consommateurs et consommatrices sont vulnérables vis-à-vis de la publicité, avec les expressions « plus qu'une pièce disponible » ou « bientôt en rupture de stock ». La marque incite les consommateurs et consommatrices qui sont en position de faiblesse à acheter, et là il y a un abus de pouvoir et donc on ne peut pas se dire éthique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, tous les deux ? Oui, nous, en fait, ça, on le dit pas du tout, en fait. C'est pas du tout quelque chose sur lequel on communique. D'ailleurs, quand on fait, comme je vous le disais, des ventes privées, on communique sur des ventes privées et on verse 10% de nos bénéfices à une association. Donc, moi, je suis assez d'accord, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Donc, pour nous... il n'y a pas du tout de problématique sur ce sujet-là, qui sont assez, je dirais... assez mensongère, enfin, je veux dire, plus qu'un en stock, etc. Bon, voilà, c'est nous, quand il n'y en a plus en stock, il n'y a plus en stock, mais c'est la vérité. C'est pas vraiment pour faire vendre. Nous, c'est vrai qu'en bot, par contre, si vous allez sur le site, on a beaucoup de ruptures de stock parce qu'il a tellement été quelque chose de positif et il y a eu beaucoup de demandes et qu'on a une capacité de production qui n'est pas énorme non plus. Voilà, on peut être en rupture de stock, mais pour nous, c'est pas du tout pour pousser les consommateurs à acheter. Au contraire, c'est pour leur montrer finalement que ça prend du temps de faire une bot et qu'il faut être patient. Ok. Non, mais c'est vrai que ça peut être dans la on voit à quel point, enfin, le pouvoir de la communication, quoi, et qu'il faut être en accord avec ses valeurs. C'est pour ça que le Black Friday, pour nous, c'est ça, en fait. C'est pousser à la consommation de manière complètement inutile. Effectivement, je pense que, aujourd'hui, les clients sont quand même plus très dupes. On a tellement vu ces messages s'afficher partout c'est l'un des derniers modèles disponibles, ou, ça marche aussi pour les réservations d'hôtels, par exemple. Donc aujourd'hui, ça rejoint la notion de sincérité de la marque. Et je crois que si vous voulez engager vos clients dans votre marque, les marques qui utilisent encore ces techniques, si c'est vrai, à ce moment-là que vous avez créé une collection en édition très limitée et que la cliente avait manifesté déjà un intérêt pour le produit, pourquoi pas ? Mais si c'est juste une technique pour essayer de racoler vos clients de manière pas très vertueuse, je pense que c'est des techniques qui sont un petit peu passées. Ouais, un petit peu dépassées. Et concrètement, comment une marque dans sa communication trouve le bon équilibre entre vente et valeur ? Parce qu'évidemment, communiquer, c'est aussi pour se faire connaître, pour faire vendre. Mais il est où le bon équilibre entre... il faut à la fois parler de ses valeurs, il faut à la fois vendre le produit, mais en même temps, on ne peut pas trop pousser à la consommation. En fait, moi, je pense que les consommateurs achètent une marque pour ses valeurs.
Donc en fait, les deux sont pas incompatibles. C'est-à-dire que si vous achetez Aigle parce que le produit vous plaît, etc. Mais le fait que ce soit Aigle, c'est parce que ça vous dit je veux faire du bien tout en étant looké. Bon, moi, là, les marques, aujourd'hui, les marques premium, les marques de luxe, a fortiori, mais les marques premium, elles ont des valeurs. Donc, moi, acheter une marque, c'est acheter ses valeurs. Donc, il n'y a pas tellement de dichotomie pour moi. Quand on parle de ces valeurs d'une marque, finalement, si on est honnête, on fait vendre, puisque finalement, on s'adresse à des gens, à une cible qui croit en ces valeurs. Oui, puis je pense que tout est une question d'équilibre. Au début de l'entreprise, l'objectif d'une entreprise, il était uniquement à vocation économique. Au XXe siècle, on a beaucoup intégré la notion d'entreprise qui avait un rôle social avec le droit du travail qui a beaucoup évolué. Et puis aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut plus sortir également l'impact environnemental d'une entreprise. Et donc derrière, c'est comment est-ce que vous arrivez à réunir tous ces équilibres entre être une entreprise qui devient plus durable, mais qui peut pas non plus mettre en risque tout son business model au risque de laisser beaucoup de salariés sur le carreau. Et donc pour ça, il faut également être rentable, mais tenir compte aujourd'hui de son impact environnemental et ce que Aigle fait très bien aujourd'hui grâce à son statut d'entreprise à mission. Donc derrière, c'est quel est l'équilibre que vous arrivez à trouver pour justement être capable de payer les personnes qui travaillent chez vous et de continuer à développer votre entreprise tout en ayant un impact environnemental le plus réduit possible. Et après, Aigle reste une ETI, donc on a encore beaucoup de clients à conquérir. Je dirais qu'en réalité, on va grossir plutôt par la conquête de clients, en leur disant venez voir notre modèle, venez si vous êtes en accord avec nos valeurs. Et c'est comme ça finalement que l'entreprise va continuer à être rentable et va grossir. C'est plutôt en étant convaincante sur ses valeurs et sur la mission de la marque, ce qui va être vertueux au final, puisque finalement les produits que les clients vont acheter sont des produits durables, des produits mieux conçus. Les deux, pour moi, sont assez de pair. Et nous d'ailleurs, on se dit que d'ici 7-8 ans, on veut doubler notre chiffre d'affaires, mais on veut réduire notre empreinte carbone par 2. Donc en fait, c'est pas incompatible. Après, c'est vrai parce que la taille de Aigle le permet aussi. Je dirais qu'on n'est pas encore un gros mastodonte qui inonde sur le marché. Au contraire, on est vraiment dans la valeur plutôt que dans la quantité. Et du coup, cette notion de valeur, elle va être importante pour recruter de nouveaux clients. Et puis là, la seconde main, pour le coup, il y a un super exemple. Puisqu'en fait, grâce à la seconde main, vous allez pouvoir... Nous, on vient de définir notre mission chez FOM, qui n'est pas encore ancrée dans le statut, mais qui est d'engager les marques et leurs clients dans la construction d'une économie circulaire. Et dans l'économie circulaire, il y a économie et donc il y a business model. Et la seconde main, et justement, on se développerait pas aussi vite aujourd'hui si le modèle avait plein de potentiel pour être vertueux. Chez Aigle, on constate par exemple qu'entre 60 et 70% des clients qui achètent de la seconde main sont des nouveaux clients. Et donc ça, c'est le cas côté acheteur, mais c'est également le cas côté vendeur, puisque 50% des clients qui viennent revendre leurs produits sont également des nouveaux clients qui avaient peut-être acheté leur parka Aigle ou leur paire de bottes chez un distributeur. Donc c'est un moyen très vertueux pour la marque également de retoucher sa clientèle de manière plus directe et donc de continuer à se développer de manière durable. Et vous avez dit, Nadine, quelque chose de très intéressant. Vous avez dit, on est plus dans les valeurs que dans la quantité. Est-ce qu'il est là aussi peut-être l'enjeu de communication ? On parle beaucoup de réduire la production pour éviter de tomber dans cette surproduction. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez vous communiquer, ou cette réduction de... Oui, on veut prendre le temps. Vous l'avez dit aussi, faire des bottes, ça prend du temps, d'être un peu dans... On ralentit, on prend le temps, on n'est pas dans une surproduction à outrance. Mais nous, ça a toujours été le cas, en fait. On n'a jamais produit de façon... on n'a pas très peu d'invendus, en fait. C'est vrai que c'est vrai, en fait. Et après, les invendus, souvent, on les donne à des associations, mais on n'a pas ce sujet parce qu'on produit vraiment, vraiment de façon très, très juste. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, on n'a jamais de production à outrance parce que justement notre taille ne le permet pas. Et puis c'est parce que c'est notre philosophie également. Donc on n'a pas du tout ce sujet, en fait. Pour nous, c'est depuis toujours. On fait comme ça. C'est un modèle qu'on a depuis toujours. Bien sûr, on va produire un peu davantage si on a davantage de clients, si on veut grossir. Mais ça restera toujours raisonné et c'est vraiment, je pense, notre stratégie depuis le départ. Okay. Et en effet, comme vous le dites, les bottes, ça prend du temps, c'est des produits qui sont des produits finalement très premium, faits à la main, etc. Donc les bottes en particulier, c'est des produits qu'on va toujours produire de manière très limitée, mais tout en augmentant notre consommation et notre production. Mais c'est pas des choses qu'on peut produire
à foison, quoi. Ouais. Non, mais c'est là où c'est intéressant aussi dans la communication et dans la sensibilisation des consommateurs et des consommatrices de pas se dire on a un clic de souris, je peux consommer je sais pas combien d'articles, que tout ça prend du temps, qu'il y a des gens derrière, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a souvent le problème, la question est souvent posée sur les invendus, mais c'est vrai que parce qu'aujourd'hui il y a la loi qui est passée, etc. Mais en fait aujourd'hui nous le problème des invendus c'est un autre problème pour nous, parce que finalement on n'a jamais eu énormément d'invendus, parce qu'on a une production qui est toujours raisonnée. Donc c'est des produits que soit on retrouve sur nos outlets, soit on donne si on ne peut pas les produire, mais ça reste très limité. Eh bien, merci beaucoup pour cet épisode. Merci Nadine, Aymeric et Adeline d'avoir participé à cet épisode. Et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le nous avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Et je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.